jurisprudence de la Cour suprême, il s'agissait donc, s'agissant de la défense de l'accusé Dabira Norbert, il s'agissait donc d'un combat d'arrière-garde. C'est ce que vous allez juger. J'en ai terminé. La Cour vous remercie et vous donne acte de votre plaidoirie. Monsieur le Président. Ah, Maître Oko. Le cours n'a pas regardé le bout en bout, le banc de la partie civile. Je crois que mon excellent frère, Maître Coco, aura également des observations donc à faire sur le point. Il est bon de l'indiquer, au risque de se faire oublier. En dehors de ce qui a été déjà dit, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, je voudrais soumettre ces quelques points aussi à la Cour auxquels elle regarde dans son délibéré. Première question, Madame, Messieurs. Qu'est-ce qui se passe lorsque un décret est contraire à une loi, notamment la loi constitutionnelle? L'officier du ministère public a fait état de l'article 15 de la Constitution actuelle. Il proclame l'égalité entre les citoyens. Mais c'était aussi un principe qui était énoncé depuis toutes les constitutions. Donc il faut comprendre que s'il y a une dérogation, s'agissant par exemple des poursuites, de l'immunité de juridiction, donc il faut avouer que c'est également la loi qui devrait ouvrir l'exception. Est-ce que tel est le cas? Or ici, on invoque à corps et à cri, bien sûr, le décret. C'est pour ça que nous continuons à dire qu'au lieu, à part ce qui a été réglé, eh bien, réglé par la Cour suprême, eh bien, il faut continuer à affirmer que le décret ici en discussion est totalement illégal. Deuxième question, Monsieur le Président, dans votre délibéré. Et ceci par une interprétation à contrario. De quel texte? De l'alinéa 6 in fine de l'article 56 de notre loi sur l'organisation judiciaire, qui parle de la cour criminelle. En tout cas, le texte vous dit que même lorsque vous êtes saisi pour une infraction, je ne le lis pas, vous le verrez en délibéré, qui serait un délit, même plus loin une contravention, vous ne pouvez pas ne pas le juger. C'est-à-dire que vous avez les pouvoirs, lorsque vous êtes saisi, d'examiner toute question qui se pose à vous. D'où la question est la suivante. Est-ce que cette question peut être considérée comme une question préjudicielle qui ôte à la Cour criminelle le pouvoir d'examiner, quand bien même on lui soulève, une exception d'immunité de juridiction? La Cour criminelle ne se dessaisit jamais. Lorsqu'elle est saisie, elle examine tous les points. Et donc cette plénitude-là, ce n'est pas non seulement quant aux infractions, mais y compris les questions de procédure. Vous avez une exclusivité absolue. Vous ne pouvez pas vous en dessaisir d'un dossier. Vous ne pouvez que répondre par arrêt avant dire droit. Et quant à la réponse, mais on nous a dit aussi que ce décret était un acte réglementaire, un acte administratif.
Or, la procédure administrative vous dit que lorsque les juridictions sont saisies, ils peuvent examiner une question de légalité des actes administratifs. Sans pouvoir les annuler, les juridictions, on écarte tout simplement l'application au fait de la cause. Puisqu'il est invoqué un acte administratif. Mais il faut regarder la procédure administrative. En son article 403, qui vous dit que vous pouvez regarder aussi si cet acte est vraiment légal. Mais nous avons dit qu'il ne peut pas être légal en contradiction avec la Constitution. On doit préférer la Constitution au décret. Et si en plus vous en avez l'exclusivité d'examiner tout point de droit qui se pose à la Cour. Troisième question, Monsieur le Président. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas. Les gens vont chercher les immunités. Bon, ils croient se couvrir. Comme ça, ils feront tout ce qu'ils veulent. C'est ce que ça veut dire dans la logique. Donc, moi, j'ai l'immunité. Je vais attenter à la sécurité intérieure de l'État. Je serai impuni. Mais c'est contraire. C'est contraire même à la dignité. Bon, je cherche l'immunité. Bon, je vais attenter à la vie du chef de l'État. C'est ce que ça veut dire. Mais vous regarderez la procédure. Elle existe au dossier. On date du 6 février 2018. Il y a un procès verbal d'interrogatoire de l'accusé. Il y a un procès verbal qu'il signe, que monsieur le procureur de la République signe. Vous lirez ce procès verbal au dossier. Nulle part l'accusé n'invoque une immunité. Il n'en invoque que lorsqu'il constitue avocat. Vous regardez aussi les PV de police d'enquête, la DST. À aucun moment, un obstacle n'a été posé pour soulever le problème, en soulevant le problème de l'immunité de juridiction. Si le procureur de la République exerce les fonctions, c'est un organe de poursuite. S'il exerce de surcroît, d'après ce que j'ai entendu, quand même les actes d'instruction, c'est que devant lui, l'accusé a déjà renoncé à son immunité. Et j'ai entendu, et ceci est écrit dans ce que mon excellent confrère de la Défense, Maître Sceaux, a lu, en affirmant qu'une exception, plutôt qu'une immunité, serait d'ordre public. Ce n'est pas possible. C'est faux. L'immunité, ce n'est qu'un privilège qui est accordé à l'individu dont lui seul peut en jouir. Parce qu'il peut refuser à son prévaloir. Le juge n'a pas à en relever de pur droit. Il n'y a que lui. Vous regarderez tous les manuels sur les immunités accordées aux personnes. Donc l'accusé peut venir dire, je reconnais, je dois m'expliquer dans cette affaire, ou je ne reconnais pas comme il a dit, mais tout au moins, renoncer en disant, vous allez me juger. Moi je pensais que cela est compatible avec la qualité de dignitaire de la République. Donc cette troisième question, voulait tout simplement dire, est-ce que vous ne pensez pas que l'accusé lui-même y a renoncé en comparaissant devant monsieur le procureur de la République, magistrat de son État, organe de poursuite, exerçant dans le flagrant délit, le crime flagrant, les pouvoirs qui sont dévolus aussi aux juges d'instruction, les pouvoirs les plus larges dans le cadre de la procédure de crime flagrant, il y a renoncé. Donc par conséquent, je ne voudrais pas allonger mon propos outre mesure. Je vous prie respectueusement, dans votre délibéré, de rejeter cela et que l'accusé donc ne peut pas aujourd'hui
invoquer l'immunité. Merci. La Cour vous remercie et vous donne acte de votre plaidoirie. Maître Okoko. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les juges composant la Chambre criminelle de la Cour d'appel, nous sommes en procédure de flagrant délit et tout est réglementé. Monsieur le Président, j'ai entendu ce qui a été dit et nous sommes les techniciens et beaucoup de personnes parfois ne comprennent pas ce qui est dit. Vous avez des jurés qui sont là. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se dit? Parlons plus simplement. Comme parfois à la télévision, on voit le lingala facile. Monsieur le Président, je vais dire, mais il y a des échelles de textes qui sont applicables dans notre pays. Il y a ce qu'on appelle des textes supranationaux. Je prends le traité de l'OHADA. Même dans le traité de l'OHADA, notre Cour suprême s'y plie. C'est-à-dire qu'en matière commerciale, la Cour suprême du Congo, pour certaines matières, donne compétence au tribunal à Abidjan, à la Cour à Abidjan. Donc elle s'y plie. Et après les textes supranationaux, il y a la Constitution. Après la Constitution, il y a les lois. Après les lois, nous avons les décrets. Et après les décrets, nous avons les arrêtés. Et je ne vais pas aller vers les notes de service. Mais Monsieur le Président, on vous a rappelé l'article 56 de la loi 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 2292. Mais cette loi, en son article 56, dit quoi? Excusez-moi, mais je suis obligé de revenir dessus. La Cour criminelle compétente pour juger les crimes commis par les civils ou les militaires dans le ressort de la Cour d'appel, ainsi que les délits et contraventions qui leur sont connexes. Aujourd'hui, on fait un débat sur quoi? Sur un décret. Ça veut dire que le décret de 2001 dépasse cette loi? Mais nous avons tous été à l'université. Donc le décret aujourd'hui dépasse la loi. Ou bien c'est la loi qui est au-dessus du décret. Quand vous aurez répondu à ça, vous verrez que le débat que nous tournons là n'a plus sa raison d'être. On vous parle d'un décret de 2001, mais il y a un texte de loi de 99 qui donne compétence. Le décret a dit qu'il a annulé la loi. Monsieur le Président. C'est ce que la Cour suprême a voulu dire autrement. C'est ça. Quand on vous dit texte réglementaire, ceci, cela, c'est ça qu'on a voulu dire en français facile. Un décret dépasse une loi. Mais Monsieur le Président, si le décret dépasse une loi, ok, appliquez l'immunité. Mais si vous estimez que la loi est au-dessus du décret, à partir de ce moment, vous êtes compétent. Et vous jugez. Et Monsieur le Président, en plus de cela, mais mon confrère a parlé de sa lettre qu'il avait adressée à Monsieur le procureur du 8 février 2018.
il nous en a fait une longue lecture. Mais ici, mon confrère vous a dit, Monsieur le Président, que le mandat de dépôt de M. Dabira, que son premier procès verbal de flagrant délit devant M. le procureur de la République du 6 février 2018, on lui pose l'inculpation et lui dit ce qui suit. Oui, je reconnais les faits qui me sont reprochés. Et puis après, il continue en disant, je préfère être entendu en présence de mon avocat. Mais monsieur le procureur, à ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Mais par rapport au droit de la défense, il dit, ok, je vous entendrai en présence de votre avocat. Et quand on l'entend en deuxième comparution, là déjà, monsieur le Président, il n'a pas posé le principe de son immunité. Et il le pose le 22 février, je crois. Il pose maintenant, par l'intermédiaire de son avocat, le principe de son immunité. Mais monsieur le Président, nous sommes tous de ce palais. Je vais vous prendre un exemple simple. Nous sortons des événements du 4 mars. L'ancien ministre de la Défense, monsieur Boao, est convoqué au bureau de monsieur le procureur de la République. Quand il arrive, il s'est présenté. Quand il arrive, monsieur le procureur de la République a voulu l'entendre. Il a dit, mais les événements qui se sont passés pendant que j'étais ministre de la Défense. Vous êtes incompétent de m'entendre. Et monsieur le procureur s'est plié. Et à ce moment-là, le ministre Boao a posé le principe de son immunité. Mais on ne peut pas venir par la suite, alors qu'on reconnaît, venir dire 2 ans après ou 6 mois après, venir dire non, je pose le principe. Je dis non, monsieur le Président. Je dis dans ce dossier, vous allez sortir ou délibérer. Dans ce dossier, il y a simplement une seule question que vous devez vous poser. Est-ce que le décret est au-dessus de la loi? La Cour vous remercie et vous donne acte de votre plaidoirie. Vous n'aviez pas bien plaidé l'exception? Vous procédez à de répliques? Monsieur le Président, si vous permettez. Non. La Cour se retire pour délibérer. La Cour! La Cour! L'audience est reprise, je vais vous asseoir. L'accusé Norbert Dabira à la barre. La Cour vide son délibéré. La Cour, vu les pièces du dossier de la procédure suivie contre Dabira Norbert, du chef d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Oui, maître Jean-Philippe Essou, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'accusé Norbert Dabira en sa plaidoirie. Oui, le ministère public en ses réquisitions. Oui, maître Gérard Desvillers, Emmanuel Oko et Armand Robert Okoko en leur plaidoirie respective.
après en avoir délibéré conformément à la loi. Considérant que Maître Jean-Philippe Esso, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de l'accusé Norbert Dabira, a soulevé in limine litis le bénéfice de l'immunité juridictionnelle tirée de l'article 11 du décret numéro 2001/179 du 10 avril 2001 portant création et organisation du Conseil des ordres nationaux, au terme duquel les dignitaires de la République bénéficient de l'immunité juridictionnelle. Tout citoyen élevé à une dignité dans les ordres de mérite congolais, du dévouement congolais ou de l'ordre national de la paix ne peut être poursuivi ou arrêté sans l'autorisation préalable du Conseil national des ordres nationaux. Qu'à cet effet, il allègue que suivant décret numéro 846 du 6 décembre 1990 portant élévation, nomination à titre exceptionnel et nomination à titre normal dans l'ordre du mérite congolais pour leur fidélité et leur courage au service de la patrie, le général de brigade Dabira Norbert a été élevé au grade de grand officier, que par conséquent ne peut être poursuivi devant la cour criminelle de Séan pour répondre du crime qui lui est reproché. Considérons que l'immunité de juridiction est un régime dérogatoire au principe de l'égalité de tout citoyen devant la loi prévu à l'article 15 de la Constitution du 25 octobre 2015. Qu'ainsi, ce régime dérogatoire relève seul de la Constitution. Considérant que l'immunité dont se prévaut l'accusé Norbert Dabira résulte d'un acte réglementaire, qu'en application des articles 403 du Code de procédure civile, administrative et financière qui dispose la légalité des actes administratifs ne constitue jamais une question préjudicielle, de sorte que les juridictions saisies d'une exception d'illégalité au cours d'une instance en compétence pour apprécier et interpréter la légalité des actes administratifs versés au débat. Elles ne peuvent cependant annuler un acte administratif illégal ni même s'opposer à son exécution. Elles se bornent à constater son illégalité et par voie de conséquence à écarter son application dans le litige qui leur est soumis. Et l'article 55 du Code de procédure pénale qui institue un régime dérogatoire applicable en cas de crime flagrant. L'accusé Norbert Dabira ne peut à ce titre bénéficier de l'immunité de juridiction dont il se prévaut en qualité de dignitaire de la République. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle en premier et dernier ressort, avant dire droit, rejette l'exception d'incompétence liée à l'immunité de juridiction soulevée par l'accusé Norbert Dabira, ordonne la poursuite des débats, réserve les dépens. Accusé Norbert Dabira, il vous a été donné lecture de l'acte d'accusation et vous aviez dit que vous ne reconnaissez pas les faits qui vous sont reprochés.
C'est bien cela. Vous le confirmez? Je le confirme. Oui, maître Irénée Malonga. Monsieur le Président, nous passons à la grande phase, la deuxième lettre, vu des accusations graves contre mon client, la défense aimerait savoir, d'entrée de jeu, outre le témoin cité par l'accusation, s'il y a des scellés. Et s'il y a des scellés, je crois que c'est le moment de le faire savoir à tout le monde. Parce qu'on parle, quand on lit l'accusation, on ne parle pas de tentative. Nous sommes dans la commission des faits par rapport à cette infraction. S'il y a des débris d'avion, comme scellés, qu'on les apporte. S'il y a des armes qu'on allait utiliser ou qu'on a utilisées, qu'on nous les apporte, voilà ce que la défense aimerait voir, hic nunc. Et tout cela, s'il vous plaît, c'est pour la bonne administration de la justice. Je crois que vous êtes pour la bonne administration de la justice. Merci, j'ai dit. Oui, maître Zingula. C'est ça. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, dans cette même lancée... De la Cour. Ah, autant pour moi, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, dans cette même lancée, sur la question de savoir s'il y a des scellés, nous aimerions bien vous rappeler que l'acte, la réquisition aux fins de saisine de la Cour criminelle, dès ses premières phrases, nous dit ou nous précise sur quel mode, on va dire, le général Dabira a été emmené dans cette affaire, disons-le comme ça. On nous parle de l'interception d'une conversation téléphonique. Nous estimons, en ce qui nous concerne, que c'est là la base de l'inculpation du général Dabira. Nous voudrions bien savoir si la Cour a cette bande de la conversation en tant que scellée, bien sûr, et que si on va la mettre à notre disposition parce que entendre ou écouter cette bande nous permettra de bâtir notre stratégie de défense et même simplement d'interroger notre client. Donc ma question est celle de savoir si la bande est disponible en cette étape de la procédure. Oui, maître Esso. Monsieur le Président, moi j'interviendrai sur la dernière préposition de l'inculpation. On dit « et exciter les citoyens et habitants à s'armer contre l'autorité de l'État ». Je voulais savoir s'il y a s'il y a des populations ou de certains citoyens à titre de scellé qu'on les présente pour qu'on puisse discuter valablement l'inculpation. Maître Esso, si vous voulez des citoyens à titre de scellé, on commencera peut-être par vous. Monsieur le procureur général. Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, Mesdames et Messieurs les jurés, au moment où la défense évoque cette question de scellé, je me suis amusé à regarder dans les dispositions de l'article 89 en son alinéa 2. On parle du complot. Je vous en donne lecture. S'il n'a été suivi, ce complot, s'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, et la suite, nous l'aurons. S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour
des gens qui se sont retrouvés dans une chambre d'hôtel, dans un bureau administratif, qui se sont concertés, qui ont ourdi quelque chose. Si cela avait été intercepté, on n'a pas besoin actuellement de sceller comme tel. Les correspondances, les communications ont été faites. Le fait pour les personnes se retrouver déjà dans un lieu en train d'ourdir, de conspirer, peut être déjà constitutif de l'infraction qui est reprochée à l'accusé actuellement. Oui, Maître Zingula. Monsieur le Président, je crois que nous n'allons pas interpréter les articles du Code pénal à notre guise pour en donner le sens qu'on veut. Lorsque nous avons pris la parole tout à l'heure, nous avons dit que les réquisitions au fait de saisine de la Cour criminelle vous disent exactement ceci. Courant novembre 2017, les services de renseignement interceptaient une conversation téléphonique entre les officiers généraux Nyangambwala et Norbert Dabira. Le réquisitoire ne nous dit pas, ou bien les réquisitions ne nous disent pas qu'ils se sont retrouvés dans un lieu. Encore que lorsque l'on parle de conversation téléphonique, ça veut dire qu'ils n'ont pas été dans le même lieu tous les deux. C'est clair. Comme l'eau de source. Ils n'ont pas été dans le même lieu tous les deux, ils ont dû converser au téléphone. Et c'est cette bande, Monsieur le Président, que nous voulons. Puisqu'ils ont l'habitude de suivre les conversations téléphoniques, ils l'ont déjà fait dans certaines procédures, Monsieur le Président. Nous voulons la bande. S'il vous plaît, maître, soyez un peu disciplinés. Soyons un peu disciplinés. Si déjà nous voulons passer au fond des dossiers, qu'on le dise. Parce que les questions que vous soulevez, ça aborde déjà le fond même du dossier. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Qu'il y ait eu des conversations téléphoniques, qu'on les ait interceptées ou non. Mais attendez, que le débat commence. Pourquoi vous voulez l'anticiper? Prenez votre mal en patience. S'il y a des scellés, vous les aurez. S'il n'y en a pas, ce sera connu. Maître René. J'ai l'impression que vous êtes en train de téléphoner. Je m'explique. J'ai l'impression de... Que vous êtes en train de téléphoner. Je m'explique. Quel est notre rôle, nous, en défense? Ça, c'est la moindre chose, Monsieur le Président. Nous n'avons pas envie de discuter avec la Cour. C'est la moindre des choses, Monsieur le Président. Nous avons envie de discuter avec l'accusation. Ils sont au moins 8 là-bas. Si je compte les yeux, c'est plus que 2. Fois 2. Ils sont nombreux. Et nous voulons vous servir, Monsieur le Président, un procès sérieux, équitable, dans les arguments. C'est bien normal que nous, de l'accusation, nous demandions humblement s'il y a des scellés. On ne cache jamais les scellés dans une procédure pénale. Je m'inscris en faux. On les découvre tous dès le départ et on en tire les conséquences de faits et de droits. Voilà notre... N'oubliez pas que les faits sont graves. Attendez à la vie d'un président. Nous prenons ça au sérieux, Monsieur le Président. Et nous sommes venus pour qu'on nous juge. Dites-nous qu'on va avancer, on va nous surprendre d'agresser. Je ne vous reconnais plus, Monsieur le Président. Vous êtes ce que vous êtes. Je vous connais. Pourquoi vous voulez diriger la règle aujourd'hui? Laissez-nous le temps de demander. S'il y en a, donnez-nous. Qui ne demande rien n'a rien. Mais nous nous demandons. Et c'est dans nos droits. Il ne faut pas qu'on revienne sur d'anciennes questions, que l'avocat ne vaut rien. Dans un procès pénal, nous sommes importants. C'est nous qui avons les droits de la défense. Et les droits de la défense, la moindre des choses, c'est quand on demande, il faut qu'on nous le donne.
Monsieur le Président, si vous nous surprenez et qu'on ne dise rien, on sera tous ridicules dans ce procès. Je crois, dites-nous la vérité s'il y a de cela. C'est tout. Et puis, vous avez l'air de nous influencer à chaque fois. De grâce, ne le faites plus. Restez serein, Monsieur le Président. Vous risquez d'entraîner les jurés avec vous. Je les vois pourtant très gentils quand ils nous regardent. Il faut que les jurés comprennent que c'est notre droit de... Tout à l'heure, on nous a traités de têtus. On s'est têtus, c'est que nous sommes disciplinés. Voilà, Monsieur le Président, est-ce que je peux m'asseoir? Parce que je voulais dire ça à ce moment-là. Je peux m'asseoir, Monsieur le Président? Puisque c'est vous qui avez la police de l'audience. Monsieur le Président, je vous ai compris. Puisque vous avez fini de parler, asseyez-vous donc. Monsieur le procureur général. Monsieur le Président, le ministère public est obligé de jouer à la tempérance. Pourquoi? Parce que si la défense ose hausser le temps et que le ministère public le fasse tout autant, ça va s'entrechoquer. Il a parlé haut, mais je vais parler bas, en disant une procédure qui a commencé depuis la phase de police, qui est arrivée devant le procureur de la République qui saisit le procureur général, qui au bout du compte saisit votre cour, ça n'est vraiment pas de l'amusement. Ça n'est pas de l'amusement et le dossier pénal est un tout. Depuis la phase police, depuis la phase enquête préliminaire, jusqu'à la phase où nous nous trouvons maintenant, est-ce que la question de sceller va faire en sorte que nous ne puissions examiner ces questions qui ont été soulevées par l'accusé depuis l'enquête préliminaire et ainsi qu'il le fera maintenant? Nous avons un dossier, c'est un tout. Il y a des choses qui ont été dites à la phase enquête préliminaire et nous attendons la défense sur ces points. S'il y a débat, on en débattra. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, dames et messieurs les jurés, pour l'instant, nous sommes sereins, nous sommes tout à notre aise parce qu'on sait que les faits reprochés à l'accusé Norbert Dabira le seront donc d'une éblouissante clarté, au point où il n'y aura même pas besoin de dire il n'y a pas scellé, il y a scellé. Bien. Nous pensons que cet incident est clos. Merci. Accusé Dabira, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Bien, vous aviez dit à la Cour que vous êtes Congolais, né le 24 juin 1949 à Mboma. C'est dans quel district? À l'époque, c'était le district de Evo et maintenant c'est le district d'Ongoko. Et que vous êtes fils de feu Dabira David et de feu Somboko Jeanne. Vous êtes militaire, officier général de 2e section, marié, père de 9 enfants. Jamais condamné ni poursuivi, non, poursuivi en justice, mais jamais condamné. Vous le confirmez? Oui, je le confirme. Accusé Dabira, est-ce qu'on peut connaître votre fratrie? Votre fratrie, combien êtes-vous dans votre famille? Combien êtes de frères et sœurs? Frères et sœurs, je dois... Êtes-vous issu d'une famille nombreuse? Oui. Je dois dire que c'est assez douloureux. Vous posez cette question... Excusez-moi, hein, j'ai l'habitude de pleurer, mais je ne pleure pas parce que j'ai tort, parce que ça me rappelle des très mauvais souvenirs. En
2017. Au début de l'année, j'ai perdu mon grand frère, Obebande Augustin. 2 mois après, quelques mois après, j'ai perdu ma fille, la Somboko, celle qui a pris le nom de maman. 2 mois après, je perds la grande sœur, puis en 2017. Et quelques 4 mois après, je perds le grand frère. Donc, présentement, vous êtes resté combien dans la famille? Présentement, je suis le chef du clan entier. Donc, je suis le chef de famille et petit frère de même mère et je crois 3 petits. Et 3 petits frères de même père. De même père. Mais au niveau de la famille, de cette fratrie, vous occupez quel rang? Aujourd'hui, je suis le chef de clan, le chef de la famille. Mais vous êtes l'aîné aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis l'aîné. Mais hier, vous occupiez quel rang? Hier, il y avait Béros qui était le patriarche. J'occupais peut-être le 4e rang. Mais 2017 a été une année fatale. Bon, et votre père, qu'est-ce qu'il exerçait comme profession? Mon père était adjudant de police. Hein? Adjudant de police de la police française, de la police coloniale française. Et votre défunte mère? Ménagère. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance? J'ai eu une enfance heureuse. J'ai pas connu la drogue, j'ai fait des études normalement jusqu'à obtenir un doctorat. Donc j'ai pas eu de problème, j'ai jamais été, je me suis jamais mis dans une situation qui pouvait faire de moi un délinquant. J'avais un père très sévère, une maman quelque peu rigide. Et je vous dis par exemple que nous habitions à peu près 700 mètres de la grande école de la mosquée, mais il a préféré m'amener, et pas la grande école de Poto-Poto, il a préféré m'amener à l'école de la mosquée pour que je sois tant loin de lui. Il a dû acheter une mobilette pour que quand il finit son service, il me prend, il m'amène à la maison. Donc je n'avais pas une enfance sans histoire. À vous entendre parler, vous êtes issu de 2 lits. Comment? À vous entendre parler, vous êtes issu de 2 lits. C'est-à-dire? C'est-à-dire que papa avait 2 épouses. Oui, papa. Ou plusieurs. Je peux dire 3 lits. Il y a la grande sœur, d'ailleurs que j'ai oublié, excusez-moi. J'ai une grande sœur d'un autre lit qui a à peu près 80, combien? 86 ans. Qui a 86 ans. Et puis il y a le lit de ma mère, Somboko Jeanne. Et puis il y a le lit de Mwanjoa, qui était une cousine à ma mère, dans les coutumes Mboshi. Je crois que vous vous appelez au bas. Donc vous comprenez que quand ça se passe en famille, tout ce qui s'est passé en famille, sauf la première, mais Sombo et Mwanjoa, ça se passe en famille. Donc c'est comme la petite sœur qui prend et la grande sœur qui prend sa petite sœur et dit viens dans le foyer. Comme je suis bien, voilà. Puis alors, entre vous, enfants, il y avait une parfaite ambiance? C'est moi qui ai élevé presque tout le monde.
Parce que le grand frère étant moins nanti, et puis donc tout le monde venait, j'ai pris tous mes petits frères avec moi et je les ai élevés. Et puis il n'y a pas de différence entre les enfants de ma mère et de... En fait, ce sont vos frères et sœurs. Exactement. C'est-à-dire, c'est comme si on était même père, mère. Alors, et votre scolarité? On peut connaître votre cursus? Bon. J'ai fait mes études primaires à Owando, d'abord à Brazzaville. Ensuite, papa a été retraité. Vous savez, quand Yulu est passé au pouvoir, il y a eu une légère purge parce qu'il était de Opango, comme il s'était prononcé pour Opango. On les a donc retraités. On a dû donner une retraite anticipée et il s'est rendu donc à Owando. Donc j'ai fini l'école secondaire à Owando. Ensuite, je suis venu à Brazzaville et de là, je suis passé au lycée technique agricole. Après le lycée technique, avant la fin du lycée technique, mon mentor, qui est le président Sassou, m'a pas laissé faire le bac. Pardon? Le président Sassou, le président de la commission permanente à l'armée, qui était alors le capitaine ou commandant Sassou, ne m'a pas laissé faire le bac alors que j'étais l'un des meilleurs élèves de ma classe et m'a demandé, puisqu'on avait besoin des jeunes officiers révolutionnaires à l'époque, et m'a demandé de partir faire officier interam. Malgré mon refus, ça n'a pas pu tenir parce que je voulais à tout prix obtenir ce diplôme, mais hélas, je ne peux pas faire autrement. Dans l'armée, c'est le commandement. Il a dû dire au lycée technique que le deuxième classe d'Abira était rappelé. Parce que quand je rentre au lycée technique, je suis déjà dans l'armée. Et c'est comme ça qu'il m'a envoyé à l'école d'officier en Roumanie, où je suis sorti major de ma promotion. On a fait 3 ans. Dès que je reviens à Brazzaville, je suis affecté à Pointe-Noire. Et un bon matin, il me téléphone pour dire que tu dois partir faire... tu dois aller à l'école supérieure du parti en Allemagne pour avoir un diplôme de hautes études de défense en sciences sociales. J'ai obéi, je suis parti. Au retour de l'Allemagne, alors que je venais de connaître une femme que je voulais bien épouser, et il me rappelle encore pour dire tu dois aller faire hautes études les hautes études militaires à Moscou, à l'académie militaire militaire politique Lénine. Et donc je suis parti dans cette académie où 2 ans après seulement, j'ai été, à cause des événements du 5 février, on en reparlera certainement, je n'ai pas envie d'anticiper. À cause des événements du 5 février, je suis revenu à l'autre là, à Brazzaville. Et affecté à Makola, j'ai demandé de refaire mes études.
il a accepté. Et c'est comme ça que par intermittence, j'ai dû prendre encore 2 ou 3 ans pour faire la maîtrise en sciences militaires et en sciences sociales. Et là aussi, j'étais dans une promotion, c'est sorti major de ma promotion. C'est ce qu'on appelle athlétinique, pour ceux qui savent, pour ceux qui ont été en URSS, ils savent ce que c'est. C'est-à-dire que athlétinique, c'est 5 sur 5, on peut dire comme ça. Revenu à Brazzaville, l'école qui n'avait jamais accepté des officiers ne revenant pas des pays de l'Est, parce qu'il y avait quand même une, comment on peut dire ça, pas une discrimination, mais on voulait nous former jusqu'au master et de là, mais ils ont fait une exception pour moi, parce qu'ils avaient trouvé que dans ma maîtrise, il y avait de la matière et que je pouvais aller plus loin. Ils ont demandé à l'État congolais que je puisse continuer mes études pour faire le doctorat en passant par ce qu'ils appellent adjunctura. Donc vous faites 1 an d'études d'abord sur un certain nombre de domaines et puis ensuite vous faites le doctorat pendant 2-3 ans. Donc j'ai eu mon doctorat en 83 et je suis rentré donc au pays. Ensuite j'ai fait les hautes études de défense en France. J'ai fait les hautes études de management quand je parle en France, à l'école militaire. À l'école militaire en France. J'ai fait les hautes études de management à l'école militaire en France. Ensuite, j'ai fait audit de performance au CESA, au centre d'études américain. Ensuite, j'ai fait toujours audit au Ghana. Et puis, j'ai fini par continuer à faire mes études des audits puisque j'étais inspecteur général des armées. Je continuais, même en tant qu'officier général, je continuais toujours à faire des études. Donc, j'ai dû, je crois que mon dernier certificat, ça doit être celui de l'Afrique du Sud. Donc, voilà. Vous êtes un brillant officier. Bien. Vous pratiquez le sport? Bon, j'étais commando. Et chaque jour, il fallait faire 16 km avec notre chef de corps qui s'appelait Denis Sassou Nguesso. Et jusqu'à présent, vous continuez à faire du sport? Bon, moi j'ai un dos qui... Parce que quand on est jeune, on veut être vu, donc vous sautez en parachute, et puis les filles en bas disent debout, debout. Donc, tu vois, au lieu de pouvoir faire la flexion qu'il faut, bon, tu tombes debout, et le cou, cac, et le dos prend un coup. Donc finalement, et moi, y compris même le président lui-même, c'est-à-dire notre capitaine à nous, là, mon chef de corps, lui aussi, vous voyez, lui aussi il s'est fait opérer par les mêmes problèmes. Et moi, j'ai dû être après opéré d'une hernie discale, conséquence de différents sauts. Voilà. Pour le sport, j'ai fait beaucoup de sport, je continue à faire la marche, mais je ne suis plus un féru du sport de tous les jours, non, je fais pour m'entretenir, c'est tout. Dans le cadre de votre profession, quelles sont les différentes fonctions que vous avez assumées? Bon, j'ai d'abord été chef de la division politique à Pointe-Noire. Ensuite, on m'a envoyé, comme je l'ai dit, en Allemagne. J'y suis revenu. J'ai été donc chef de la gestion des cadres à la direction politique générale à l'armée, au temps de Congo Nicolas.
Je n'ai fait que 2 mois. Je suis reparti. Je suis revenu, on formait les jeunes à Makola, parce que c'est moi qui devais être le premier aide de camp du président Sassou. J'étais parti donc payer tout ce qu'il fallait pour être aide de camp, et de là, pour une raison que je ne veux pas expliquer ici, il a préféré que, enfin je peux le dire, au fait les amis qui étaient avec moi pensaient que je n'étais pas du même sang que le président et qu'ils ne voulaient pas que je puisse assumer une fonction très proche. Et le président Sassou, m'aimant beaucoup, a préféré me mettre à l'œuvre dans une troupe. J'étais très chanceux, c'est peut-être l'unique officier qui a eu, bon, l'unique, non, peut-être parce qu'il y a eu d'autres qui ont eu, mais parmi les premiers officiers qui ont eu 2000 personnes à commander à Makola. Donc j'ai commandé en tant qu'adjoint politique le centre d'instruction de Makola, où j'ai formé, où j'ai aidé aujourd'hui. Il y a des généraux déjà, hein. Il y a Monjo, Océlé, celui de la police, là, des pompiers. Il y a, parmi les jeunes que j'ai eu à encadrer, il y a déjà des généraux. Donc après, après, on parlait de la formation, c'est ça, non? Non, des différentes fonctions. Oui, oui. Donc après, je suis passé chef de la direction politique à Pointe-Noire. Ensuite, il y a eu le congrès du parti. J'ai été élevé au poste prestigieux de DPGA, de secrétaire du comité central, chef de la direction politique générale à l'armée. Soit disant en passant, j'étais déjà membre du comité central du parti Congrès du Travail depuis 1979. Donc, après, il y a eu le passage que l'on connaît tous, après la conférence nationale. Donc j'ai eu un chômage de 7 ans. Un chômage de 7 ans. 7 ans. 7 ans. 16 ou 7 7. C'est-à-dire que les 2 années de Milongo et les 5 années de... Non, les 2 années de Milongo, oui, et les 7 années de Lissouba. Considéré comme étant un officier de Sassou. On ne m'a pas donné de fonction. Ensuite, quand Sassou est revenu au pouvoir, j'ai été nommé inspecteur général des forces armées congolaises. Quand j'étais passé à la 2e section, il a fait de moi haut commissaire à la réinsertion des ex-combattants. Voilà. Êtes-vous politicien? J'ai fait ce qu'on appelle le travail politique du parti dans l'armée. Mes études à moi, c'était des études de construction du parti. Donc ce qui permettait de pouvoir... J'ai d'ailleurs un livre qui sort très bientôt. Je crois que... J'espère qu'il pourra sortir. Au fait, politicien... parce que quand on parle politicien... je ne suis pas... Au moment où je parle, je ne suis pas membre d'un parti. Mais donc, vous aimez la politique? Comment? Vous aimez la politique? Bon, la politique, c'est... Qui n'aime pas la politique? Déjà, voir comment... voir la société, comment elle se comporte, et donner un point de vue critique, ou alors l'accepter, c'est de la politique. Donc la politique est en nous tous. Aimer la politique, je crois qu'il n'y a personne qui... Personne ne peut dire qu'il est en dehors. Si vous n'aimez pas la politique, mais la politique viendra à vous. Donc on est tous contraints. On est tous, on est là tous. Même vous qui êtes là, vous êtes dedans, à mort. Ah bon. Bien. Est-ce que vous pratiquez la religion? Comment? La religion. Je suis catholique. Je suis catholique. Catholique? Oui, oui. Certains se disent catholiques et pratiquants, d'autres... Au fait, qu'est-ce qui m'a amené à être catholique?
parce que j'étais vraiment j'étais beaucoup plus animiste, parce que mon père avait une certaine considération de moi, autre que il ne voulait pas vraiment que je puisse. Tous les autres de mes frères et sœurs, c'était des gens qui étaient obligés de partir à l'église, sauf moi. Alors, et quand il y avait la conférence nationale, il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait un homme. Et cet homme-là s'appelait Kombo, Monseigneur Kombo. Mais c'est une personne que j'injuriais tous les jours. Marxiste-léniniste, la religion c'est l'opium du peuple. Mais, et voilà, c'est l'homme que j'injuriais tous les jours, l'homme que je disais que je ne voulais même pas voir parce qu'il était en train d'abrutir mon peuple. Et c'est celui-là même qui a fait que la conférence nationale puisse se terminer en douceur. Je ne dis pas à l'intérieur de ceux qui sont passés parce qu'il y a beaucoup de secrets. Mais c'est quand même grâce à lui que la conférence nationale s'est terminée en douceur. Alors je me suis dit, donc, il n'y a donc pas de contradiction entre le socialisme, le communisme ou quoi, avec la religion. Tous parlent de la tolérance. Alors pourquoi est-ce que je devrais rester non baptisé? J'ai vu Monseigneur Kombo, je lui ai dit, vous avez été apte de faire telle chose, vous aurez pu nous brûler, vous aurez pu nous mettre en pâture, vous aurez pu faire de nous ce que vous voulez. Mais vous avez tout fait pour que cette conférence se termine sans effusion de sang. Alors, vous êtes mon exemple et je voudrais que vous soyez mon parrain. Je vais être baptisé. Et je suis né le 24 juin et comme par hasard, je me suis fait baptiser aussi le 24 juin. Donc, et là, je suis devenu catholique. La conférence nationale a fini quand? On a fini la conférence nationale quelle année? 10 juin. En 90. Bon, une année après la conférence nationale. Hein. C'est-à-dire, Monseigneur était déjà président de la commission nationale de conseil supérieur de transition. De CNT. Oui, de CNT. Conseil national de transition. Bien. Monsieur Dabira, vous êtes marié, père de 9 enfants. Ces 9 enfants, c'est avec la même femme ou bien avec plusieurs? Pas avec la même femme. Avec je crois, avec plusieurs. Comment? Avec plusieurs. Avec... oui, avec plusieurs... Avec 3 autres femmes, oui. Pardon? C'est-à-dire qu'en tout, je pense que c'est... Bon, j'ai eu 5 enfants avec... bon, avant que je me marie, donc, on est tous des Congolais ici, hein. Bon, avant que je me marie, à l'âge de 19 ans, ou de 20 ans, j'étais encore à l'école, Ce sont vos enfants, voilà. Peu importe à quel âge vous les avez faits. Voilà, j'ai eu une fille. On veut savoir. Donc avant le mariage, j'avais déjà eu un enfant. Ensuite, je me suis marié avec mon épouse. On en a eu 5. Bon, je venais de perdre un, je l'ai déjà dit ici. Et puis les 4 enfants, c'est avec d'autres femmes. Merci. Au moins le mariage, c'est seulement une femme. Comment? Le mariage, au moins, c'est une seule femme. Une seule femme, c'est marié à une seule femme. Vous n'aimez pas la polyandrie? Là? La polyandrie, vous ne l'aimez pas? La polyandrie, ça veut dire... La polygamie. Polygamie? Plusieurs femmes. Bon, non, au fait, bon, c'est des accidents de parcours. Je ne voudrais pas blesser les mères de mes enfants. Excusez-moi. D'accord. Quelle considération vous avez de l'amitié? De l'amitié? Oui. Je crois que je suis même ici, là, devant vous à cause de ça, à cause de
de cette considération de l'amitié et l'amour, j'aurai le temps d'expliquer. Très souvent, ça atteint le fusionnel. Donc, l'amitié, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est tout ce que je peux dire. Mais il faut aussi dire que parfois, avec l'excès de générosité, je dépasse un peu, je confonds un peu. Mais c'est ainsi que je suis. Je crois que pour tous ceux qui me connaissent, ils savent quel genre d'homme je suis. Un homme généreux. Peut-être un peu plus. Pour ne pas dire débonnaire. Je peux partager. Vous voyez, par exemple, je suis là-bas en prison. Il y a des femmes qui sont en grossesse. Personne ne peut s'occuper d'eux. Alors que ça devait être... bon, je ne veux pas accuser l'État. Alors que... mais c'est moi qui donne l'argent pour que... Elles sont tombées en grossesse ou en prison? Bon. Ou bien ça arrivait en prison, en état de gestation? Bon, ça, c'est à vous de savoir. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des femmes en grossesse qui ne peuvent même pas faire d'échographie. Bon, qu'est-ce que je fais? Ça vous coûte combien? 13 000, oui. Bon, prenez, allez-y faire votre échographie. En état de gestation. Bon, ça, c'est à vous de savoir. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des femmes en grossesse qui ne peuvent même pas faire... Nous partons à l'hôpital. J'avais 50 000 francs. À l'époque, les layettes ne coûtaient pas cher. Je lui tends les 50 000 francs pour les layettes et je suis parti. Ce type-là, je n'ai même pas demandé son nom. Je n'ai même pas demandé son nom. Là, il y a une fille, là où nous sommes en prison, qui est emprisonnée pour 185 000 francs CFA. Fait la prison pour 185 000 francs CFA. Je trouve quand même que la prison, c'est un endroit qu'on ne peut pas amener des jeunes filles de 17 ans et les emprisonner pour 185 000 francs CFA. J'ai dit, ma fille, je ne supporte pas de te voir ainsi. Prends l'argent et va donne à tes parents. Les surveillants ont dit non, on ne donne pas à la fille, donne chez nous, nous on donne aux parents. On convoque les parents, on donne l'argent aux parents pour que la fille sorte. Et je peux, en exemple de générosité, je peux mélanger, je peux dire que... Donc on peut retenir que vous êtes un homme généreux, plein d'amour. Je crois. Bien. Est-ce que vous êtes violent? Vous me voyez là. Les autres, quand ils viennent ici, là, ils bandent les muscles. Est-ce que dites-moi, vous avez vu bander les muscles depuis qu'on m'appelle dans cette procédure? Hein? Le procureur est là. Quand je me suis présenté chez lui, c'est pas humblement. Êtes-vous violent? Non, mais il faut des exemples. Mais si je dis non, ça ne veut rien dire, parce que non, il faut savoir ce qu'il y a dans le non. Non, la violence. Vous n'aimez pas la violence? Je hais la violence. Et avez-vous beaucoup d'amis? Vous savez, les amis, j'en ai parce que tout simplement, il y a les amis de promotion, il y a des amis de l'école, il y a des... les amis, il y en a, mais entre-temps, avec le temps, on essaie de réduire sa vie. Et si hier j'en avais 1000, aujourd'hui, amis, je peux dire que je peux avoir 20, peut-être des gens avec qui je peux causer facilement. Mais bon. Mais, au fait, je n'ai presque pas d'ennemis. Je ne suis même pas ennemi à Nangambwala. Même pas ennemi à Nangambwala. C'est pour vous dire que je ne le garde, je n'ai aucune rancune, rien du tout. Je suis serein. Je vais faire mes 40 ans de prison sans problème, mais je garderai rancune à personne.
Quoi, vous parlez de 40 ans? Non, 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 non. C'est pour prendre un exemple. Vous n'avez pas encore décidé. Voilà. Voilà. Est-ce que vous fumez? Non. Vous buvez l'alcool? Je ne sais pas, Dieu m'a refusé l'alcool. J'étais pratiquement allergique à l'alcool. C'est-à-dire que je bois presque pas d'alcool. Je peux avoir un tas de trucs chez moi, mais l'alcool, j'aime le beau. Le beau peut être noir, peut être jaune, peut être... Mais je n'affecte pas une couleur. C'est la beauté qui intéresse. Et l'art vous intéresse? Quel art aimez-vous? Je crois que vous êtes Congolais. Et vous savez que je suis le premier producteur congolais. Le premier producteur congolais. J'ai produit Taboulé. Je crois que vous connaissez. Bon, comme c'est... tout le monde au Congo parle de Dabira comme étant un mécène, un homme qui aime l'art et l'artiste. J'ai écrit des livres. Brazzaville à feu et à sang. Je crois que vous avez dû lire. À recommander à chaque diplomate d'acheter ce livre, parce qu'il considérait que ce livre retraçait un peu les problèmes réels qui s'étaient passés pendant la guerre de Brazzaville. Et dans ce livre-là, quel message vouliez-vous faire passer? Jamais, jamais, plus jamais ça. La guerre civile est la pire des choses qui puisse arriver à un peuple. Ça entraîne la déchirure du tissu social, ça entraîne la destruction des maisons. Et pour nous, les hommes, les militaires, ça nous rend animal. On n'a plus la conscience d'homme. Parce que quand vous partez au combat, 2 tombent à côté de vous, 4 tombent à côté, vous continuez, votre vie ne compte plus. À un moment donné, vous n'avez plus la même conscience que les autres êtres humains. Donc ça vous donne une autre conscience. La guerre est la pire des choses. Il faut l'éviter à tout prix. Il faut l'éviter à tout parce qu'elle n'entraîne que destruction. Et ça a toujours été l'autre là. C'est pourquoi, pour ce genre de choses, je pouvais ici appeler comme témoin le général Conta. Parce que nous sommes en 98 et la guerre de 98 recommence. Le président tient une réunion et je dis, Monsieur le Président, cette guerre n'est pas ma guerre. On ne peut pas continuer. Il faut qu'on trouve une solution. Parce que les enfants, les villages, je peux vous dire les secrets de défense. Je crois que je me suis battu jusqu'à ce que nous puissions arriver à une solution. Je ne peux pas dire plus. Il ne faut pas que, après, qu'on m'accuse de... Ça, c'est des... Je ne peux pas dire plus. Au moins, je peux dire que je suis pour la non-violence, comme vous avez, et puis je suis contre la guerre. Surtout la guerre civile. Si un autre pays nous attaque, il n'y a pas de problème. On se battra pour la défense de l'intégrité territoriale, pour ne pas aliéner notre territoire. Mais si c'est entre nous, la guerre, cette guerre, elle est toujours pour moi. Vous l'aviez déjà connue au moins la guerre? Oui, je l'ai connue, je l'ai vécue. Vous l'avez vécue? Et j'ai perdu. Vous savez, le premier jour de la guerre, je perds un enfant. Je perds un neveu. Le premier jour de la guerre. L'enfant, quand je dis l'enfant, parce que quand l'enfant appartient à mon grand frère ou à moi, c'est mon enfant. Donc j'avais l'enfant de mon frère chez moi. Au moment où on vient m'avertir qu'il faut quitter la maison, sinon tu es mort, rapidement on se dépêche et cet enfant s'entête parce qu'il revenait d'un pays où la religion, il croyait que Dieu était avec lui. J'ai beau dire que tu es petit, allons-y. Il dit non papa, il n'y a rien. Je suis avec Jésus, je suis avec